c'est la pharmacologie du système nerveux autonome. Alors, je vais vous prendre des situations cliniques qui vont vous permettre de mettre en perspective les connaissances requises sur le système nerveux autonome. Globalement, vous avez d'un côté le sympathique, qui accélère le cœur, qui contracte les vaisseaux. De l'autre, vous avez le vague. Si on s'intéresse au cardiovasculaire, il ralentit le cœur, mais on va voir qu'il y a d'autres actions. Et comme on n'a qu'une heure et demie, je vous ai choisi 5 sujets, si j'arrive à les traiter pendant le temps imparti d'une heure et demie, avec quelques bonus que vous pourrez regarder, qui peuvent vous intéresser, qui sont même instructifs, parce que c'est de la pratique quotidienne. C'est des sujets que je vous ai posés, enfin pas à vous, mais vos prédécesseurs, plutôt en 3e année ou en master. Quoi qu'il en soit, si je vous explique les choses en essayant d'être le plus clair possible, vous verrez que c'est un enseignement, somme toute, assez simple. Alors, je vais vous traiter la femme trombone, la femme tronc qui était si bonne. Une histoire courante, c'est évidemment une histoire de diarrhée. Mamie et son boudin, pour tout vous dire, c'est ma belle-mère. Madame Chaude, c'est une personne émotive. Miction impossible, c'est évidemment une question de prostate. Alors, je les ai vraiment posées. Et quand on passe les examens, ça ne fait pas rire, ce qui peut se comprendre. On va commencer par la femme trombone, la femme tronc qui était si bonne, comme le disait Bobby Lapointe. Petite histoire, et après on rentrera dans le détail. Une dame est 3e trombone de l'Orchestre symphonique de Novosibirsk. Mila Brasilievna, brasse pour rappeler que c'est les cuivres. Elle joue dans la fosse, comme souvent, c'est pas très éclairé. Elle a du mal à lire ses partitions. Elle a eu beaucoup de répétitions cette semaine. Elle a les yeux rouges, elle voit mal ses notes. Bon, c'est une professionnelle, alors elle joue quand même. Mais ça l'irrite, ses yeux la démangent en quelque sorte. Elle est comme si elle avait du sable dans les yeux. Et elle va voir un ophtalmo, le docteur Iriseyev, bien sûr, qui lui parle tout de suite d'hyperémie conjonctivale, parce que quand on fait de la médecine, on jargonne, on utilise des mots compliqués pour dire des choses simples, pour lui dire qu'elle a simplement les yeux rouges. Il lui prescrit un collyre, qui est l'équivalent russe de ce qu'on a en France, qui est l'isodrylphényléphrine, qui associe un antiseptique et de la phényléphrine. Alors notre patiente va mettre 2 gouttes dans chaque œil de cette solution, avant chaque répétition, et puis à la pause, il y a toujours une pause en répétition. Son œil n'est plus rouge et de plus, elle voit mieux. Ça lui paraît plus lumineux, la fosse. Petit point important. Donc, elle revoit sans effort ses partitions et elle va jouer plus facilement. Les questions que je vais être amené à vous poser sont indiquées là. Comme on a peu de temps, je vais les prendre une par une tout de suite. De quelle famille pharmacologique la phényléphrine fait-elle partie ? Eh bien, la phényléphrine est le prototype de l'agoniste, si vous préférez le stimulant. Agoniste ou stimulant, c'est la même chose. Agoniste, ça veut dire qu'il y a une forte affinité pour le récepteur. De plus, ce qui différencie d'un antagoniste, la liaison de ce composé de l'agoniste au récepteur génère un effet. Ce n'est pas le cas avec les antagonistes. C'est un agoniste alpha-adrénergique. Alors, comment marche la phényléphrine ? Elle reproduit les effets de la stimulation adrénergique du fait qu'on libère de la noradrénaline au niveau des terminaisons, des jonctions, entre les terminaisons sympathiques et les effecteurs vasculaires, par exemple. En plus, ça reproduit aussi les effets alpha de l'adrénaline qui est libérée lorsqu'il y a une activation de la médullosurrénale qui s'associe en règle à l'activation sympathique proprement dite. Et donc, c'est les récepteurs alpha-adrénergiques
présent à la surface des fibres musculaires lisses vasculaires. Donc il y a activation de ces récepteurs, et c'est ce qui génère de la vasoconstriction, plus marquée au niveau artériel que veineux, parce qu'il a beaucoup de récepteurs alpha-adrénergiques au niveau artériel, et dans toutes les artères. Quand on donne un stimulant alpha-adrénergique, toutes les artères se contractent. Il suffit de regarder le changement de couleur. Quand vous avez une activation sympathique, vous venez tout blanc. Déjà, ça se voit. Alors, l'innervation sympathique est très dense au niveau artériel et artériolaire. Et puis, on en retrouve un peu au niveau des veines. Ce qui contracte un peu les veines aussi. Mais c'est surtout les artères qui sont contractées. Autrement dit, les résistances périphériques vont augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il a cette innervation très dense qui vient à l'extérieur des artères, au niveau de l'adventice, et qui libère de la noradrénaline qui va diffuser dans la paroi vasculaire et atteindre la média, la couche moyenne, où se trouvent les fibres musculaires lisses. Donc ça arrive par l'adventice, l'innervation sympathique, et la noradrénaline va agir sur ces fibres musculaires lisses qui sont circulaires, qui enserrent en quelque sorte le vaisseau et générer de la vasoconstriction. L'autre couche étant l'endothélium. Le sang est à droite. Pourquoi l'œil n'est-il plus rouge ? Pourquoi la pièce paraît-elle plus lumineuse ? L'œil n'est plus rouge parce qu'il y a une vasoconstriction des vaisseaux de la conjonctive. Autrement dit, ça va réduire l'œdème aussi, les petites sécrétions, ça va blanchir en quelque sorte la cornée, si vous préférez. Et la pièce est plus lumineuse parce que la pupille se dilate un petit peu. Ça, c'est déjà plus fin comme idée. Le système nerveux autonome intervient à deux niveaux de l'œil. Et la phényléphrine va diffuser dans l'œil, donc va pouvoir aller agir au-delà de la cornée. Parce que c'est une solution très concentrée. La pupille, c'est le petit trou noir qui laisse passer la lumière. Si la pupille est plus large, la mydriase, il y a plus de lumière qui rentre dans l'œil. La pupille, ici, est visible, mais on voit en plus qu'il y a deux muscles. Un qui est circulaire, un sphincter, qui entoure la pupille. Et puis, il y a des muscles radiaires, un peu comme des rayons d'une roue de vélo. Donc, un deuxième muscle irien. Donc, un muscle circulaire, un sphincter, qui ferme la pupille. Et le muscle radiaire qui, lui, quand il est contracté, à l'inverse, ouvre la pupille. Et une autre action du système nerveux autonome se situe au niveau du cristallin. Le cristallin, c'est la lentille. Elle converge plus ou moins, suivant qu'elle est bombée ou pas. Alors la pupille règle l'intensité lumineuse. C'est un myosis quand sa taille diminue, c'est une mydriase quand elle est ouverte. Par exemple, la nuit, ou lors d'un stress aussi, qui active le sympathique. Et pourquoi elle se dilate quand il y a de l'activation sympathique ou quand on met de la phényléphrine ? Parce que le muscle dilatateur, les rayons si vous préférez, sont sensibles à l'action de la noradrénaline. Donc ça ouvre la pupille. Alors que le sphincter, lui, est sous la dépendance du parasympathique. Le parasympathique fait fermer le sphincter, fait fermer la pupille en contractant le sphincter. Le sympathique contracte le dilatateur, ça ouvre la pupille, il y a donc une mydriase. Et plus de lumière qui rentre. Puis c'est utile en même temps, quand on vous agresse, d'avoir la pupille plus ouverte, ça fait un petit peu peur. Donc je vous ai indiqué là l'effet du sympathique.
la mydriase, le dilatateur, est contracté. Par contre, le contrôle des ligaments suspenseurs du cristallin, ceux qui règlent la tension des ligaments qui peuvent tirer plus ou moins le cristallin, la lentille, cela dépend du parasympathique. Il n'y a pas d'action du sympathique sur l'accommodation. Donc là, je vous demande de rappeler ces effets sympathiques et parasympathiques sur la pupille. On l'a vu, le sphincter, c'est le parasympathique, le dilatateur, c'est la voie sympathique. Donc quand on met un composé exogène de la phényléphrine, on reproduit les effets du sympathique qui innerve ce muscle dilatateur ilien. Pour le reste, si on s'intéresse aux effets du parasympathique, quand le parasympathique est activé, la pupille se ferme. Quand le parasympathique est bloqué, l'autre système, ce qui est l'effet de l'atropine, la pupille est ouverte, mais en même temps on voit flou parce qu'il y a une paralysie des muscles qui interviennent dans la tension du cristallin. Donc on a une vision floue, on ne peut pas ajuster avec la distance. Alors si on veut savoir comment cela fonctionne, on a des ligaments qui tirent sur le cristallin et des muscles qui modifient cette tension. Et c'est grâce à l'ajustement de cette tension qu'on est capable d'ajuster la vision avec la distance. Mais retenez que l'accommodation est sous l'entière dépendance du parasympathique, qui ne nous intéresse pas là puisqu'on parle de phényléphrine. Est-ce qu'en abusant du collyre, notre tromboniste pourrait observer d'autres effets? Sûrement que oui, puisque déjà le composé diffuse à l'intérieur de l'œil, donc il va sûrement dans la circulation. C'est une chose qu'on a tendance à oublier quand on donne des collyres ou des médicaments d'action locale, d'action topique, comme on dit aussi. Les médicaments diffusent, évidemment moins que si on l'avait pris par la bouche et que ça avait circulé, que c'était allé dans la circulation générale, mais il n'empêche que le produit peut tout de même agir à distance de l'endroit où on l'administre. C'est un principe général. Et donc on peut avoir des effets ailleurs. Et je vous ai un peu expliqué qu'il y avait des récepteurs alpha-adrénergiques sur les vaisseaux et que ça générait de la vasoconstriction. Eh bien, si la phényléphrine passe dans le sang, la pression artérielle peut s'élever, puisqu'il y aura augmentation des résistances périphériques du fait de cette contraction artériolaire et artérielle. Si les résistances périphériques augmentent, la pression a tendance à s'élever, puisque la pression artérielle dépend de deux choses, le débit de la pompe, le débit du cœur, et la résistance des tuyaux, les résistances artérielles. Mais on a une compensation par un mécanisme réflexe qui s'appelle le baroréflexe, qui peut corriger cette tendance à la montée de pression. Comment cela se fait-il? Eh bien, notamment par un ralentissement cardiaque. Et c'est ce qu'on observe si on administre de la phényléphrine qui n'a pourtant qu'une action vasculaire. Ça n'a qu'une action vasculaire. Mais on observe un ralentissement réflexe. Le ralentissement est réflexe et il met en jeu l'activation du vague qui ralentit le cœur. Ça n'est pas une action directe de la phényléphrine sur le cœur, c'est un mécanisme réflexe secondaire à la montée de pression artérielle. Comme la pression monte, le cœur se ralentit par un mécanisme réflexe qui n'est pas direct, vous le comprenez. Ça marche comment, ce réflexe? Eh bien, vous avez des récepteurs sensibles à l'étirement au niveau du sinus carotidien ou de la crosse de l'aorte. Vous avez deux nerfs de chaque côté, l'information arrive au bulbe et par voie réflexe, la pression artérielle va retourner vers la normale en faisant intervenir soit d'un côté le parasympathique
qui va ralentir le cœur, puisqu'on considère que la pression monte avec la phényléphrine. Donc activation parasympathique qui ralentit le cœur, et inhibition sympathique qui a tendance à ce qu'il y ait moins d'activation tachycardisante, donc ça ralentit le cœur, parce que la noradrénaline l'accélère moins, si vous préférez. Et en plus de cela, il y a une action du sympathique sur les vaisseaux. S'il y a moins de tonus sympathique à destinée vasculaire, ça contrecarre, en quelque sorte, l'effet de la phényléphrine que d'inhiber le sympathique au niveau vasculaire. Donc, d'une façon générale, quand la pression monte, les décharges vont augmenter sur ces fibres afférentes du bulbe, et la réponse réflexe, c'est le cœur qui se ralentit par une double action, le vague et le sympathique, l'activation vagale et l'inhibition sympathique cardiaque, et par ailleurs, un relâchement artériel par inhibition sympathique à destinée vasculaire, parce que le sympathique a cette faculté d'agir à la fois sur le cœur et sur les vaisseaux, ce qui n'est pas le cas du parasympathique qui n'a qu'une action cardiaque. Si on pense à l'inverse, si vous êtes mordu par un chien et que vous pissez du sang, ou même que vous donnez votre sang, ce qui est très bien, à la rue Cabanel, par exemple, toutes les 8 semaines, vous avez le droit. Quand vous saignez, quand on vous donnez 500 ml de sang, la pression a tendance à baisser, moins de décharge des fibres baroréceptrices, et en réponse à cette baisse de pression, vous aurez une inhibition vagale, une inhibition du parasympathique à destinée cardiaque. Si on le ralentit moins, ça veut dire qu'il s'accélère. Et pour ce qui est du sympathique, une activation sympathique qui tend à accélérer le cœur